Bonjour, bienvenue sur le plateau d'À votre avis maître. Au sommaire ce jour, nous allons vous parler d'application des peines. Qui est le juge d'application des peines? Quels sont ses pouvoirs? Comment peut-il transformer une décision qui a été prononcée par une juridiction de jugement pénal en amont? Quelle est la haute responsabilité qu'il endosse lorsqu'il évalue si une personne condamnée est capable de se réinsérer ou au contraire, s'il décèle qu'un risque de récidive est possible dans ce dossier qu'on lui soumet? Ce sont autant de questions que nous allons appréhender, d'autant plus qu'une réforme du 15 août dernier, c'est-à-dire une réforme toute récente, prévoit une nouvelle peine qui s'appelle la contrainte pénale, dont va disposer ce juge-là. Alors, qu'y a-t-il dans cette loi? Comment appréhender la question de savoir si la société a intérêt ou non à ce que des gens puissent voir leur peine aménagée avant la fin qui était prévue d'emprisonnement, ou même de voir des personnes condamnées à ce qu'on appelle des peines alternatives d'emprisonnement. Pourquoi est-ce que c'est un intérêt pour nous aussi? Toutes ces questions, nous allons les aborder avec maître Alexandra Albon du barreau de Nice, qui a un cabinet à dominante pénaliste. Vous êtes secrétaire de la conférence du jeune barreau et à ce titre, le bâtonnier vous désigne souvent commise d'office, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'assises. Alors, toute première question, pour parler concrètement, quel est l'arsenal dont dispose ce juge d'application des peines, donc pour transformer une peine qui a été prononcée par une juridiction de jugement avant, que ce soit pour des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement, comme pour des personnes condamnées à d'autres types de peines? Alors, il faut faire tout d'abord la part des choses entre une peine inférieure à 2 ans et une peine supérieure à 2 ans. Lorsque vous êtes en audience correctionnelle, lorsque votre client est condamné à une peine inférieure à 2 ans, vous savez, s'il n'y a pas un mandat de dépôt qui est demandé à la barre, que cette peine est aménageable. Donc, au terme de cette audience, il reçoit, donc le client et vous-même vous êtes informés, reçoit une convocation devant le juge d'application des peines. Convocation qui permettra à ce dernier, donc au juge d'application des peines, pendant le délai de la peine, de l'aménager avec un bracelet électronique ou avec des travaux d'intérêt général, par exemple, permettant ainsi une réinsertion de la personne beaucoup plus rapide. La deuxième possibilité du juge d'application des peines, c'est si la condamnation a été prononcée et que la personne est en prison, par voie de requête, l'avocat a la possibilité de demander un aménagement de la peine de son client, et cela à mi-peine. Pareil, une libération conditionnelle avec souvent un PSE, c'est le bracelet électronique, qui a pour utilité principale de faire tout pour que la personne se réinsère socialement. Et ce bracelet électronique, souvent, il est octroyé lorsque des garanties de représentation sont données, à savoir une promesse d'embauche ou un contrat de travail supposé quasi certain, et surtout un domicile, que ce soit un domicile privé ou une personne qui, de par son attestation, indique que cette personne pourra habiter chez elle lorsque la personne sortira de détention. Donc il a deux pouvoirs. Voilà, il a deux pouvoirs et un arsenal donc, de peines très très large. Très très large, vous en avez cité certains, il y en a qui encore. Sont les plus. Voilà, il y a la semi-liberté, tout à fait. Le TIG, le travail d'intérêt général. Enfin, il y a beaucoup de possibilités qu'il a entre ses mains. On parle du juge d'application des peines. Dans notre jargon, on dit JAP. Il y a aussi le tribunal d'application des peines depuis quelques années. Oui. Pourquoi deux juridictions de premier degré qui interviennent dans la même matière de l'application des peines? Alors, la spécificité du tribunal d'application des peines, c'est concerner des personnes condamnées à des peines de 10 ans d'emprisonnement, et ils ont compétence, enfin ce tribunal a compétence à intervenir lorsque la peine à subir est supérieure à 3 ans. Et l'intérêt de ce tribunal d'application des peines, à la différence du juge d'application des peines en lui-même, c'est d'avoir 3 magistrats qui interviennent justement pour se prononcer sur justement les demandes qui peuvent être demandées, notamment des suspensions de peine ou des libérations conditionnelles. Et à savoir que sur ces 3 magistrats, vous avez un magistrat qui appartient au ressort où la personne a été écrouée. Donc cette chose est extrêmement importante. Donc ce sont 3 magistrats au tribunal spécialisés de l'application des peines contre un
juge d'application des peines Tout à et fait. qui interviennent donc pour les peines les plus lourdes. Voilà. Ce qui est une garantie pour la société que 3 personnes examinent ensemble des dossiers les plus compliqués. Et surtout, il y a un débat contradictoire, donc ils ne se prononcent pas unilatéralement, il y a un débat qui Un débat contradictoire, Tout ça veut à dire fait. que le parquet vient, mais aussi l'avocat de la défense, Tout à fait. la victime, on en reparlera dans quelques instants, pour pouvoir prendre une décision après avoir entendu l'ensemble des intervenants, donc après avoir pris plus de temps, on va dire, et ne pas avoir statué uniquement sur un dossier. Et la décision doit bien évidemment être motivée après ce débat contradictoire. Voilà, les décisions de ces 2 juridictions sont susceptibles d'appel aussi. Tout à fait. Devant la chambre d'application des peines de la Cour d'appel, où là on se retrouve toujours avec 3 magistrats, mais qui sont conseillers près de la Cour d'appel et qui ont compétence justement à se prononcer sur les recours formés à l'encontre de décisions du juge d'application des peines, du tribunal d'application des peines, enfin toutes ces décisions qui sont... Tout ce pôle d'application des peines. Alors, le JAP est l'acteur principal, on a dit, de cette réforme, de cette loi qui vient d'être promulguée. On attend le décret d'application des peines, donc le décret d'application de la loi, ce qui fait que pour l'instant, elle n'est pas encore appliquée. Dans cette loi, on l'a dit en introduction, on parle de contrainte pénale, qui est une nouvelle peine. J'ai l'impression qu'elle ressemble étrangement au sursis mis à l'épreuve. Quelle est la différence? Est-ce que vous pouvez expliquer déjà ce que c'est que le sursis mis à l'épreuve et qu'est-ce qu'apporte de nouveau cette contrainte pénale? Alors, effectivement, lorsqu'on lit la portée de la contrainte pénale, on peut se demander quelle est véritablement la différence avec le sursis avec mise à l'épreuve, dans la mesure où ça concerne des personnes au regard du quantum de la condamnation similaire et à la portée qui peut peu ou prou être semblable. La contrainte pénale, vous l'avez très bien indiqué il y a quelques instants, est une nouvelle peine, alors que le sursis avec mise à l'épreuve, lorsque une peine est prononcée à la barre du tribunal, est accessoire à la peine principale. La peine principale d'emprisonnement. À la peine principale d'emprisonnement. Avec un sursis mis à l'épreuve, voilà. On ne la fait pas à condition, dans la mise à l'épreuve, de remplir certaines obligations qu'on vous pose. Et si jamais le sursis avec mise à l'épreuve n'est pas respecté, la peine qui aurait dû être prononcée et que le sursis avec mise à l'épreuve a comblé sera exécutée par la personne. C'est-à-dire le sursis tombe si on ne remplit pas ses obligations et la peine d'emprisonnement, du coup, est effectuée. Et prolongée. Donc dans la contrainte pénale, il n'y a pas de peine d'emprisonnement. Il n'y a pas de peine d'emprisonnement puisque c'est une peine en elle-même, mais encore faut-il attendre le décret d'application et voir exactement de quelle manière est-ce que cette dernière va être appliquée, puisque le but principal de la contrainte pénale, c'est un accompagnement accru pour justement les personnes qui ont été condamnées, pour une réinsertion et pour une réparation du préjudice qu'elles ont causé, aussi bien à l'État qu'à la victime. Donc il faudra voir de façon effective de quelle manière on va permettre, au regard du peu de moyens dont on rediscutera tout à l'heure, de la mettre en exécution et permettre ainsi qu'elle ait une véritable signification au regard de l'opinion publique. Voilà, parce que c'est très bien sur le fond, mais si les personnes ne remplissent pas toutes ces obligations, quid? Ce sera quoi la sanction? S'il n'y a pas l'épée de Damoclès, comme on dit dans notre jargon, de la prison au cas où on ne respecte pas ces obligations. C'est ça. Alors, on a évoqué la place de la victime. On sait que dans cette réforme et dans cette loi du 15 août 2014, on nous parle dans l'article 1er de l'accès à la victime. Est-ce à dire déjà que jusqu'à présent, la victime n'avait pas sa place au stade de la procédure pénale qui consiste donc à exécuter des peines qui sont déjà prononcées? Alors, la victime, depuis 2007, elle a un rôle quand même présent dans la mesure où, par le biais de son avocat, lorsque la personne lorsque le juge d'application des peines envisage une libération de la personne condamnée, donc elle a quand même un droit au suivi, donc savoir si cette personne va être libérée au regard de l'infraction qui a été commise. Et ce qui est important, vous venez de l'indiquer, dans la nouvelle loi, notamment dans son article 1er, le premier article donc, qui est un petit peu la clé de voûte. Qui pose les grands principes. Voilà, c'est pas préliminaire, mais c'est quand même le premier article. C'est, à mon sens, et la contrainte pénale, à mon avis, va œuvrer dans ce sens, ça va être véritablement que la victime, sans pour autant qu'elle prenne la place du magistrat, que son avis et que le suivi deviennent un petit peu plus accru et que le magistrat,
Une fois qu'il aura décidé que la personne soit libérée sous forme d'une libération conditionnelle ou bracelet électronique, qu'au regard de l'arsenal qui est, parce que j'en ai pas parlé, mais dans la contrainte pénale par exemple, les policiers, les gendarmes auront un pouvoir d'action beaucoup plus accru que ce qu'ils ont actuellement. Donc la victime, bien qu'on n'en parle pas dans tous les articles de la... Elle sera associée et surtout on prendra en compte par rapport à ce qu'elle a subi de la personne condamnée que dans un objectif de lutter contre la récidive, que cette victime ne se retrouve pas de rechef victime par récidive et à cause d'un mauvais suivi post-carcéral. C'est ça la question qui intéresse l'opinion publique. Hein. Donc, vous dites depuis 2005, exactement. 2005. Depuis 2005, la victime avait donc un accès à ce stade-là qu'elle n'avait pas avant, mais qui reste quand même très très limité, à savoir elle est informée de ce qui se passe au stade de l'exécution des peines, mais souvent a posteriori. Tout à fait. Quand on lui demande son avis, ça n'est qu'en matière de libération conditionnelle et par la voie de l'avocat uniquement, ce qui est un peu particulier, elle n'a pas de possibilité d'appel. Bon, c'était très limité quand même cette place de la victime. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que cette loi va lui élargir son accès au stade de l'exécution des peines ? Tout dépendra du décret d'application en septembre. On ne sait pas en fait. On a cet effet d'annonce, mais on ne sait pas encore comment. Mais l'intérêt, c'est vraiment que ça soit placé en tête de la loi. Après, voilà, le fait de l'avoir placé en tête de la loi, c'est que très vraisemblablement, il va y avoir un accès élargi. Alors, il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs pourquoi il y a un débat dans le monde judiciaire sur la place de la victime ou pas, dans le procès pénal en général, mais alors surtout en particulier au stade de l'application des peines, car certains pensent que la victime n'a rien à y faire. Et d'autres au contraire qu'il faudrait qu'elle puisse enfin y être. Quelle est votre opinion personnelle là-dessus ? Alors, mon opinion personnelle étant souvent quand même dans 90% des cas, du côté du prévenu, la victime a son importance et il ne faut surtout pas faire l'amalgame avec les réquisitions qui sont prises par le ministère public. La victime, la partie civile a véritablement subi un préjudice. On parle partie civile, victime, c'est la même chose. Elle a sa place extrêmement importante par rapport au préjudice moral et physique qu'elle a subi de par l'infraction, mais son rôle est également important a posteriori, une fois que la peine est prononcée, pour justement qu'elle ne subisse pas dans le temps ou par quelque moyen que ce soit des pressions ou de nouvelles violences de la personne, si on est dans le cas de violence, de la personne qui a été condamnée. Donc son rôle ne s'arrête pas lorsque la peine est prononcée, mais il doit quand même y avoir un regard sur cette dernière pour éviter que cette dernière ne soit encore devant son agresseur. D'accord, donc votre opinion, votre sensibilité personnelle, c'est quand même donc le bien fondé de la place de la victime à ce stade-là, alors que vous l'avez précisé, vous êtes plutôt un avocat tout le temps de la défense, la quasi-majorité des temps. Alors, en ce qui me concerne, moi qui fais encore un peu de droit de la famille, pénal de la famille, donc qui suis plutôt du côté des parties civiles, des enfants dans les affaires d'inceste, des femmes dans les affaires de violence conjugale, etc. Ce que je vois, c'est que les avocats de la défense en général considèrent que la victime n'a pas sa place parce que finalement son rôle serait superfétatoire dans la mesure où systématiquement elle viendrait s'opposer aux propositions d'aménagement des peines ou aux libérations conditionnelles, etc. Alors que ça paraît naturel que le condamné, lui, systématiquement plaide sa remise en liberté. Donc déjà, c'est bizarre de venir nous dire ça. Et deuxièmement, on dit aussi, mais la victime, elle est polarisée sur le passé, elle est animée d'un esprit de revanche. Ce n'est pas toujours le cas d'abord des victimes, ça peut arriver, mais ce n'est pas du tout systématique. Et ensuite, l'avenir l'intéresse aussi, parce que dans la restructuration pour la victime et le fait de passer outre ce qu'elle a subi, il y a le prononcé de la peine, mais il y a aussi le fait de savoir que cette peine prononcée va être réellement effectuée. Et le fait d'être associé, que tout se passe dans son dos, c'est ça qui la dérange le plus, en fait. Si on lui explique pourquoi on aménage, elle le comprendrait peut-être mieux. Donc moi, avec ma sensibilité, je suis vraiment très favorable à cet élargissement et nous attendons donc le décret d'application pour savoir comment ça va se passer. Alors, pour en revenir au contenu de la loi du 15 août 2014, au-delà de la contrainte pénale dont nous avons parlé, qu'est-ce qu'elle prévoit d'autre? Qu'est-ce que Mme Taubira, garde des Sceaux, qui a été maintenue dans ses fonctions avec le nouveau remaniement du ministère, quels sont les sujets auxquels elle est très attachée?
Alors, la deuxième grande révolution, enfin révolution si on peut parler de la sorte, de cette nouvelle loi, c'est la suppression des peines planchers. Les peines planchers qui ont été mises en place en 2007 et lorsque dans ces réquisitions, le ministère public demandait l'application de ces dernières, c'est vrai que par moment... Alors, il faut dire que les peines planchers, c'est en matière de récidive. Oui, en matière de récidive. C'est une peine automatique. Voilà, on laisse tomber le principe sacro-saint du droit pénal de l'individualisation de la peine, c'est-à-dire qu'on applique une peine différente selon les mêmes faits en fonction de la personnalité du prévenu. Et là, s'il y avait une récidive, on appliquait quelque chose d'automatique. Voilà, donc par exemple, juste à titre d'exemple, si la peine encourue était de 3 ans, la peine planchée allait être de 1 an. Si la peine était de 5 ans, la peine planchée était de 2 ans. Donc on ne rentrait pas dans le débat de savoir... Plus de pouvoir d'appréciation. Voilà, on appliquait la peine planchée automatiquement. Après, dans la pratique, les magistrats prenaient en compte quand même la personnalité. Mais il est vrai que lorsque le ministère public demandait dans ses réquisitions l'application de la peine planchée et que le président suivait, on perdait de vue justement cette appréciation du dossier et surtout de la personnalité du prévenu présent. De l'équité même. Tout à fait. Dans les dossiers. Donc, suppression de la peine planchée, qui avait d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de critiques quand ça avait été mis en place. Et puis aussi, elle est très attachée à ce qu'on arrête avec les sorties sèches de prison. Voilà, tout à fait. Donc ces sorties sèches, qu'est-ce que c'est? L'image même l'indique, c'est la personne finit sa peine et elle est remise en liberté. Sans aucun suivi. Sans absolument aucun suivi. Alors, le projet de loi, enfin la loi en l'occurrence, qui va trouver à s'appliquer incessamment sous peu via le décret, va permettre justement que la personne qui a terminé sa peine d'emprisonnement, qui est sortie après cette dernière, continue à avoir un suivi, permettant ainsi aussi bien aux magistrats qu'aux juges d'application des peines, de vérifier que cette personne véritablement œuvre pour une réinsertion et fait tout pour que... Parce que l'idée justement de cette réforme, c'est pour éviter toute récidive. Donc le but de la fin des peines sèches, enfin des sorties sèches, c'est éviter qu'en abandonnant d'une certaine façon la personne incarcérée une fois sa sortie de prison, éviter que dans un laps de temps assez court, elle ne recommette des faits semblables parce qu'elle n'a pas eu la possibilité de Alors, sur cette continuer. question-là, je crois que tout le monde est d'accord sur la fin des sorties sèches. Là où les gens ne sont plus d'accord et où l'opposition s'élève, c'est qu'en fait, on veut envisager cette sortie avec ce suivi antérieur à la fin de la peine qui avait été prononcée par le tribunal. C'est ça qui dérange en fait. Alors quelles sont les critiques qui s'élèvent contre cette loi? Alors les critiques sorties avant la peine, avant la fin de la peine, ça rejoint un petit peu aussi les réductions de peine que peuvent avoir les prévenus, enfin les condamnés en l'occurrence. C'est vrai que l'opinion publique, lorsque elle entend des peines qui sont prononcées à l'endroit de certaines personnes qui peuvent être de 5, 10, 15 ans et qu'après un certain quantum, elles entendent que ça soit via une mesure d'aménagement de peine que ces personnes sortent, se disent mais pourquoi est-ce que, alors qu'elles ont commis une infraction extrêmement grave, elles se retrouvent dehors et ont un potentiel de dangerosité? C'est là la plus forte incompréhension de la part de l'opinion publique. Et le but justement, c'est que ces personnes, certes, elles ont commis une infraction, certes, elles sont coupables, elles ont reconnu ou pas, mais en tout cas, elles ont exécuté la partie de la peine et le magistrat, à un moment donné, il faut se mettre aussi de son côté, il a apprécié au regard des motivations, parce qu'on ne met pas une personne sous bracelet, par exemple, si elle n'a pas des garanties et surtout si elle n'a pas un projet de réinsertion. Donc la personne peut sortir plus tôt, mais elle ne sort pas uniquement parce que c'est le bon vouloir du magistrat. Celui-ci motive sa décision et ces personnes... L'idée, ce n'est pas qu'une personne reste, par exemple, si elle a été condamnée 10 ans, qu'elle reste 10 ans en prison. En plus, il y a des mesures de réduction de peine automatique, 3 mois la première année et 2 mois les années suivantes et 7 jours si la peine est inférieure à 1 an. Donc, dans cette perspective, déjà la loi en elle-même prévoit des réductions automatiques. Donc après, il y a également les demandes qui sont faites si vraiment la personne a un projet de réinsertion pour payer la victime, par exemple, les dommages et intérêts qui ont été prononcés. Tout l'intérêt, c'est que cette personne répare le préjudice, même si c'est uniquement une réparation pécuniaire. Tout à fait. Et sur les réductions automatiques, disons juste que le besoin, c'est
de désengorger les prisons qui sont surpeuplées, et deux, et surtout, de faire en sorte que les personnes aient envie de s'adapter et envie de bien se tenir, parce qu'il y a cette carotte à la clé. Donc tout le monde y trouve son compte, en fait. Tout le monde, tout à fait. Et il faut aussi dire que les réductions de peine sont moins importantes qu'il y a certaines années en arrière, qu'il n'y a plus de décrets de grâce comme avant. Donc c'est surtout cette sévérité aussi qui fait que les prisons sont surpeuplées. Enfin bref, c'est un problème vraiment très surpopulation carcérale, énorme qu'on aborde ici. Quels sont les moyens du JAP face au risque de la récidive? Parce que c'est ça qui inquiète l'opinion publique. Alors, le JAP, il faut le savoir, dès le début de la peine, il a recours à des sapiteurs, donc des personnes expertes. Il fait souvent, lorsque la situation de la personne condamnée le nécessite, des expertises. Donc, de par ces expertises, ce sapiteur fait un compte-rendu au magistrat en indiquant si la personne incarcérée véritablement constitue un risque pour elle, parce qu'au-delà du risque pour la société, il peut y avoir des risques pour la personne en elle-même. Donc, le juge d'application des peines a la possibilité, au cours de l'exécution de la peine, par des moyens qui lui sont propres, d'éviter que la personne qui a des troubles psychiatriques, des troubles psychologiques, ne voit ces derniers s'empirer, et un traitement souvent est effectué directement à la prison avec un suivi très souvent psychologique ou psychiatrique par les prévenus. Donc ça, il n'y a pas de... Enfin, ce point est extrêmement important et il est déjà réglé en amont avant que la personne ne sorte de détention. Donc il y a les expertises psychiatriques, il y a aussi le fait que le JAP va traiter en priorité ces dossiers-là qui posent problème. Il peut aussi décerner des mandats d'arrêt, il peut collaborer avec les services de police. Enfin, il a pas mal de choses à sa disposition pour essayer d'éviter la récidive. Est-ce que le passage en prison augmente la dangerosité des condamnés ou pas? Ça, c'est une question Alors, aussi ça, c'est souvent, vaste. On le voit souvent dans les reportages. Parce que si c'est le cas, tout le monde a intérêt à ce que les peines soient réduites et à ce qu'on envisage au maximum des peines alternatives à l'emprisonnement. Après, tout dépend des infractions qui sont commises, parce que dans le laps de temps de 5 ans, on peut avoir de simples vols, on peut avoir des agressions sexuelles. Donc après, il faudra véritablement apprécier par rapport à l'infraction. Et par exemple, pour des infractions au code de la route, je vous donne juste cet exemple. Envisager 50% des affaires devant le tribunal correctionnel. Voilà, donc on pourrait désengorger justement les juridictions avec ces infractions, mettre directement des peines, des amendes, au lieu qu'il y ait véritablement... des peines administratives, par exemple, pour la première fois qu'on est arrêté avec un taux d'alcoolémie, des choses comme ça. Des peines administratives plutôt que qu'il y ait véritablement un contentieux devant un tribunal correctionnel, alors comme vous l'avez dit il y a quelques instants, ça constitue 50% et on en voit tous les jours en comparution immédiate. Mais sur la dangerosité même du passage en prison, est-ce que oui ou non, ça rend les gens plus dangereux? Ça dépend de l'âge. Par exemple, lorsqu'un mineur rentre, dans notre ressort, c'est à Grasse. Lorsqu'un mineur est placé sous écrou, ça dépend aussi son tempérament et les personnes avec qui il va être en contact. Un mineur a plus de chances, lorsqu'il rentre en prison, pas de récidive, mais d'être en contact avec des personnes dangereuses, ayant et donc un passé, d'augmenter les risques, la voie délinquante, alors qu'une personne qui se retrouve en prison et qui a plus de maturité, si au regard de la réforme pénale, on met en place un arsenal beaucoup plus important pour que ce dernier réfléchisse et surtout envisage de sortir de ce carcan délinquant, là, il y aura véritablement plus d'impact. Et il faut aussi s'interroger sur les mineurs en prison et sur véritablement leur présence et leurs objectifs et la place du JAP sur ces incarcérations. C'est encore tout un sujet qui mériterait une émission entière. Oui. Donc, pour conclure, la peine n'est pas seulement une peine sanction, elle est aussi une peine qui permet la réinsertion, qui permet d'éviter la récidive. C'est tout l'exercice extrêmement difficile mais indispensable du juge d'application des peines qui doit juger au cas par cas pour protéger au mieux la société. Cette émission touche à sa fin. Merci Maître Albon pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain magazine d'À votre avis, Maître.